Salut, bienvenue à la deuxième partie. Nous avons vu que l'origine de notre univers est encore au-delà de notre portée, mais qu'une fois que tout existe, la matière et l'énergie se comportent mécaniquement en obéissant aux lois de la nature. Dans cette deuxième partie, nous allons donc nous attarder aux tout premiers assemblages de particules, c'est-à-dire à la force nucléaire. Avant que la toute première seconde de son existence soit écoulée, l'univers se refroidit et se diffuse si vite que nous pouvons commencer à décrire les interactions entre la matière et l'énergie. Nos lois de la physique, comme les quatre forces de la nature, vont entrer en jeu une par une et vont structurer la matière qui, elle, est encore totalement chaotique. La théorie de la relativité explique les effets de la force gravitationnelle à grande échelle. La théorie qui explique les comportements de la matière à très petite échelle, donc des trois autres forces, c'est la mécanique quantique. Alors, pour la plupart d'entre nous, dont même Albert Einstein, la théorie de la mécanique quantique défie toute logique. Elle démontre entre autres qu'une particule peut être à deux endroits en même temps et que les particules peuvent adopter des comportements très différents. La mécanique quantique est donc abstraite et hostile à notre bon sens, et elle est d'autant plus frustrante qu'elle ne dit pas pourquoi les particules agissent ainsi. Pendant la première seconde de l'univers, la matière est encore radicalement différente de ce que nous sommes habitués de rencontrer. C'est-à-dire que l'univers est composé uniquement de radiation et de toutes petites particules qu'on appelle astucieusement particules élémentaires. Ces particules sont dites élémentaires pour le moment parce que nous sommes encore incapables de savoir si elles sont elles-mêmes composées de particules plus petites. Alors, nous connaissons déjà plus de 200 particules élémentaires, certaines sur papier seulement. Et elles portent parfois des noms un peu drôles comme les quarks, les gluons ou les neutrinos, alors que d'autres particules, comme les électrons, sont beaucoup plus connues du grand public. L'origine de ces particules se perd dans le mystère du premier instant du Big Bang. Mais une fois qu'elles existent, nous sommes en présence de matière que nous connaissons. Puisqu'il est en expansion, l'univers se refroidit et se raréfie. Quoique pendant la toute première seconde de l'univers, les conditions sont encore incroyablement intenses. Un être humain qui aurait une machine à voyager dans le temps pour aller voir ce qui se passe serait très déçu. Les atomes, comme l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et ainsi de suite, les atomes ne peuvent pas encore exister et se feraient aussitôt pulvériser par les impacts violents des particules élémentaires et par l'intensité de la radiation. Pendant la première seconde de l'univers, il ne peut rien exister d'autre que des particules élémentaires. Alors, dans le nuage de matière initiale, autrement dit dans la soupe de particules qui s'entrechoquent, il peut arriver que deux particules se collent l'une à l'autre en emmagasinant une partie de l'énergie dans un lien qui va les unir. Tant que la chaleur ambiante est trop intense, les collisions sont trop violentes, donc les assemblages se font détruire, aussitôt formés, et l'énergie emmagasinée dans le lien est alors relâchée dans l'espace. La force de la nature qui agit ici est appelée la force nucléaire, et c'est la plus forte des quatre forces de la nature, même si elle n'affecte les particules que lorsqu'elles sont très rapprochées. Prenons les aimants comme exemple. Deux pôles positifs vont se repousser alors qu'un négatif et un positif s'attirent. Un être humain serait capable, s'il exerce une force suffisante sur des petits aimants, un être humain serait capable de pousser deux côtés d'aimants positifs ou deux côtés négatifs pour qu'ils se touchent. La force exercée sur les aimants pour qu'ils se touchent correspond à l'énergie de mouvement des particules, même qu'il faut continuellement pousser sur les aimants pour qu'ils restent collés. S'ils n'ont pas assez d'énergie de mouvement, les aimants ne se touchent pas, ils rebondissent en fait, mais avec suffisamment d'énergie, ils peuvent entrer en collision. Et lorsqu'ils se collent, c'est comme si une partie de l'énergie devenait un élastique assez solide pour retenir les deux aimants ensemble. Alors, une fois qu'ils sont collés, les assemblages de particules ne restent stables que pendant un certain temps. Combien de temps? Ça dépend des assemblages. Le terme donné à leur stabilité est la demi-vie. Certains assemblages sont très instables et leur demi-vie est très courte,
de sorte qu'il reste collé seulement pendant une infime petite fraction de seconde. D'autres assemblages sont extrêmement stables et peuvent durer des dizaines de milliards d'années. La demi-vie mesure le temps requis pour que la moitié des assemblages se brisent. Alors, par exemple, si on prend 10 particules assemblées, qui auraient une demi-vie de 2 minutes, au bout de 2 minutes, il ne resterait que 5 particules. Après la 4e minute, il n'en resterait que 2 ou 3. En fait, personne ne pourrait prédire s'il en resterait 2 ou 3. C'est un pur hasard. Après la 6e minute, il ne devrait rester qu'une seule particule, et après la 8e minute, elles sont toutes dégradées. Donc après la 8e minute, il ne resterait plus de particules assemblées. Autour de la 20e microseconde de l'univers, donc encore avant la fin de la première seconde, la température de l'univers descend sous la barre des 10 à la 10 degrés Kelvin, donc moins de 10 milliards de degrés Kelvin. Et la densité aussi est inférieure à 10 à la 10 grammes par centimètre cube. À ce stade-ci, ce sont les quarks qui retiennent notre attention. Alors, il existe plusieurs types de quarks que nous nommons généralement par leur nom anglais. Il y a les quarks up, down, strange, charm, bottom, top. Et en français, on les nomme haut, bas, étrange, charme, beau, vérité. Mais les deux quarks qui nous intéressent plus particulièrement sont les quarks up et les quarks down. Si un électron représente notre unité magnétique de base, les quarks down ont une charge négative équivalente à 1/3 celle d'un électron, donc 33% négatif. Les quarks up ont une charge équivalente à 2/3 celle d'un électron, mais leur charge est positive, donc 66% positif. Un assemblage de deux quarks, peu importe lesquels, est très instable et il se dégrade presque aussitôt assemblé. Mais s'il entre en collision avec un troisième quark, le résultat peut devenir stable. Alors, deux quarks up et un quark down vont donner un proton de charge positive. Donc, 2/3 plus 2/3 moins 1/3, ça donne 1. Il peut arriver aussi qu'il y ait deux quarks down et un seul quark up. On appelle cet assemblage un neutron, parce que la somme des charges s'annule. Donc ici, 2/3 moins 1/3 moins 1/3, ça donne 0. Les deux assemblages de quarks que nous venons de mentionner, soit les protons et les neutrons, sont les deux seuls assemblages stables de notre matière. Tous les autres assemblages, qui ont certainement tous été tentés lors du chaos incroyable du Big Bang, tous les autres assemblages sont instables et n'existent plus aujourd'hui. Et encore, dans le cas des neutrons, ceux-ci ne peuvent rester libres que pendant 11 minutes. Après ça, ils se dégradent en protons. Après les premières microsecondes, en passant, nous achevons enfin la première seconde d'existence de l'univers. Après les premières microsecondes, les conditions intenses qui permettaient la formation de particules élémentaires lourdes, comme les protons et les neutrons, cessent. Mais les conditions restent suffisamment intenses pour engendrer de nombreuses particules légères que nous appelons leptons, comme par exemple les électrons et les neutrinos. Alors, pendant le reste des 2 premières minutes, donc nous achevons la première seconde, mais pendant le reste des 2 premières minutes, c'est à peu près tout ce qui va se passer d'intéressant. Après que les protons et les neutrons se soient formés, l'univers devient trop froid pour en assembler d'autres. Sauf que les conditions sont encore trop extrêmes pour que les protons et les neutrons puissent former des assemblages stables à leur tour. Ces quantités requises pour faire réagir la matière donnent leur nom à la théorie de la mécanique quantique. Un quanta, c'est une unité de mesure de quantité d'énergie. Pour assembler des quarks, il faut une certaine quantité d'énergie, disons 10 milliards de degrés Kelvin. Alors que pour assembler des protons et des neutrons en noyau atomique lourd, il en faut moins, disons 10 millions de degrés Kelvin. Selon les quantas, les particules réagissent mécaniquement. Pendant les premières secondes de l'univers, la température est encore trop élevée pour assembler les protons et les neutrons. C'est-à-dire qu'ils se feraient aussitôt détruire par la radiation intense. Déjà, nous pouvons commencer à déceler une tendance de la matière de passer du plus simple au plus complexe. De quarks à protons, puis de protons à noyau atomique,
C'est comme des lettres de l'alphabet qui forment des mots, puis des mots qui forment des phrases, puis des phrases qui forment des paragraphes, et ainsi de suite. Dans cette histoire qui mène vers la complexité, chaque étape devra construire avec le résultat de l'étape précédente. Nous connaissons surtout la matière sous forme d'atomes. Les atomes sont des assemblages de protons et de neutrons autour desquels orbitent des électrons. Pour le moment, l'univers est trop chaud et les électrons sont encore trop énergisés pour rester en orbite. Alors nous ne pouvons pas encore parler d'atomes. Il s'agit simplement de noyaux. Le noyau le plus simple, c'est l'hydrogène, naturellement, puisqu'il n'a qu'un seul proton. Pendant plusieurs secondes, la matière ordinaire de l'univers n'était composée que de noyaux d'hydrogène, de neutrons et d'électrons libres. N'oublions pas qu'il existe aussi beaucoup d'autres choses dans l'univers, comme par exemple la matière noire, mais que toutes ces autres particules ne font pas partie des assemblages de notre réalité quotidienne. Donc au début, le seul élément qui existait, c'était l'hydrogène. Il est impossible de croire que des assemblages de protons et de neutrons ne se soient pas produits pendant les 2 premières minutes de l'univers. Évidemment, 2 protons qui entrent en collision n'auraient pas beaucoup de chances de rester fusionnés puisqu'ils ont chacun une charge positive. Alors, un proton et un neutron qui se fusionnent vont donner un deutéron, c'est-à-dire un noyau de deutérium. Puisque nous comptons le nombre de protons pour identifier les atomes, le deutéron est encore un noyau d'hydrogène. Mais ce n'est pas un vrai noyau d'hydrogène à cause de la présence du neutron. On appelle cette variation de noyau d'atomes des isotopes. Alors même un proton fusionné avec 2 neutrons serait encore un isotope de l'hydrogène. Et même un proton fusionné avec 200 neutrons serait encore un isotope de l'hydrogène. Dans le cas du proton fusionné avec 2 neutrons, on l'appelle tritium. Sauf que les tritons sont instables et après environ 12 minutes, un de leurs neutrons se dégrade en proton. Après ça, le noyau devient un isotope de l'hélium, avec 2 protons et 1 neutron. Si cet isotope d'hélium rencontre un autre neutron, il devient un noyau d'hélium typique, avec 2 protons et 2 neutrons. Donc, la stabilité du noyau dépend beaucoup de la quantité de neutrons, qui vont permettre aux protons de rester proches sans faire éclater le noyau. Jusqu'ici, la matière de l'univers semble s'assembler vers des atomes lourds comme le carbone, qui contient 6 protons, et l'oxygène, qui contient 8 protons. Sauf que dans ce scénario, l'univers rencontre vite un problème. Chaque étape d'assemblage prend du temps, car il faut parfois attendre qu'un assemblage se dégrade, et pendant ce temps, la température baisse très rapidement. Après environ 2 minutes, la température moyenne tourne autour de 10 millions de degrés Kelvin. Si vous me permettez l'expression anglaise, c'est le last call pour fabriquer le noyau d'atome le plus léger après l'hydrogène, l'hélium. Après ça, il fait trop froid pour que la force nucléaire combine les protons avec les neutrons. Alors, pour fabriquer de l'oxygène, il faudrait en fait que la température remonte à des centaines de millions de degrés. Puisque les noyaux lourds contiennent plusieurs protons, il faut en fait que les collisions soient plus violentes, c'est-à-dire avec plus d'énergie. Mais il y a aussi un autre problème avec l'idée que les éléments lourds aient été fabriqués lors du Big Bang. Les protons et les neutrons qui réussissent à s'assembler sont surtout entourés d'autres protons et neutrons libres. Les probabilités que 2 ou 3 noyaux lourds entrent en collision sont très faibles. En absorbant les protons et les neutrons un par un peu comme un Pac-Man, c'est-à-dire un jeu vidéo de mon époque où on devait manger des pastilles qui traînent une par une, donc en absorbant les protons et les neutrons un par un, les noyaux doivent passer par des stades très instables. En fait, il n'y a pas d'assemblage stable de 5 particules entre l'hélium, qui en a 4, et le lithium, qui en a 7. Et au-delà du lithium, c'est le même problème. Il n'y a pas d'assemblage stable de 8 particules. Alors tous les tritons doivent attendre 12 minutes pour se dégrader, pendant qu'autour d'eux, les neutrons libres se dégradent en protons après 11 minutes. Et de toute façon, 2 minutes après le Big Bang, la température est déjà trop froide pour continuer les assemblages. Le processus que nous venons de décrire explique pourquoi l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, c'est-à-dire qu'il représente plus de 90% de la matière totale. Le deuxième élément, naturellement, c'est l'hélium,
qui composent moins de 10 % de la matière. Les éléments lourds, même aujourd'hui, composent moins de 1 % de la matière dans l'univers. Partout dans le ciel où nous observons des étoiles récentes, nous obtenons ce ratio d'éléments, c'est-à-dire environ 90 % d'hydrogène, 10 % d'hélium et moins de 1 % d'éléments lourds. Si nous observons de vieilles étoiles qui se sont formées peu de temps après le Big Bang, elles contiennent un peu plus de 90 % d'hydrogène et un peu moins d'hélium. Partout dans l'univers, l'augmentation de la quantité d'hélium et l'apparition d'éléments plus lourds s'est produite plus tard. D'où vient donc la matière lourde? Pour le savoir, il faut regarder dans un endroit où l'on retrouve les conditions intenses des premières minutes de l'univers, c'est-à-dire dans les étoiles. Pour le moment, pendant les premières minutes de l'univers, les conditions ne permettent pas encore la formation d'étoiles. Et pendant encore plusieurs milliers d'années, la matière, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium, la matière poursuit son expansion vertigineuse en se refroidissant. Passons maintenant aux autres forces de la nature et, indirectement, au long travail de la gravité. Selon nos connaissances actuelles, il y a 4 forces de la nature: la force nucléaire, électromagnétique, gravitationnelle et la force faible. Un des grands rêves des scientifiques d'aujourd'hui est de les unifier comme étant la manifestation d'une seule et même force. Bon, nous ne sommes pas encore rendus là. Avant la 10 à la moins 43e seconde, les conditions sont si extrêmes que la matière n'est pas encore influencée par ces 4 forces. Mais peut-être que si on les comprenait comme n'étant qu'une seule force, nous pourrions comprendre ce qui se passe avant. Du moins, c'est ce que les chercheurs espèrent découvrir. La force faible, c'est l'éternelle oubliée et elle ne joue pas de rôle direct comme tel dans notre récit. C'est-à-dire qu'elle régit le petit jeu de particules qui se transforment en d'autres particules. Comme par exemple, lorsqu'un neutron se dégrade en proton, il émet un électron, un neutrino et un photon. Quelque part entre 200 000 et 400 000 ans après le Big Bang, la température baisse sous la barre des 3000 degrés Kelvin. À partir de cette température, la force électromagnétique entre en jeu et les électrons se font capturer par les noyaux atomiques. Les électrons sont des petites particules de charge électrique négatives qui se déplacent un peu moins vite que la vitesse de la lumière. C'est quand même une vitesse très rapide. Alors que les noyaux atomiques sont des protons de charge positive beaucoup plus lourds et ils se déplacent beaucoup plus lentement. Les noyaux contiennent aussi parfois des neutrons, mais puisque ces derniers n'ont pas de charge magnétique, ils ne jouent aucun rôle dans la force électromagnétique. Si c'est la force nucléaire qui fait tenir ensemble les noyaux atomiques, les noyaux, eux, peuvent se lier à un autre noyau par la force électromagnétique. Lorsqu'un noyau a autant de protons qu'il a d'électrons en orbite, on l'appelle un atome. Lorsqu'il manque des électrons ou s'il y a plus d'électrons que de protons, c'est un ion. Les ions ont une charge magnétique parce que le total des charges positives et négatives ne balance pas. Nous commençons à bien connaître la structure des atomes. Les électrons occupent des régions autour du noyau que nous appelons orbites. Dans l'orbite la plus proche, il peut y avoir jusqu'à 2 électrons. L'orbite suivante peut contenir 8 électrons, la suivante 8 autres, et ainsi de suite. Les atomes d'hydrogène, qui sont extrêmement abondants dans l'univers, n'ont qu'un seul proton et, conséquemment, un seul électron. Mais leur orbite reste incomplète sans un deuxième électron qui, lui, serait difficile à retenir pour un seul proton. Alors, c'est pour cette raison que les atomes partagent des électrons avec d'autres atomes. En partageant chacun leur électron, 2 noyaux d'hydrogène, donc 2 protons de charge positive, peuvent garder un total de 2 électrons de charge négative. Leurs orbites contiennent alors 2 électrons et elles sont complètes. Notons ici que les 2 noyaux d'hydrogène ne sont pas fusionnés. En fait, ils ne se touchent même pas. Ces assemblages d'atomes sont appelés molécules. L'hélium contient 2 protons dans son noyau, et quand il a ces 2 électrons, il n'a aucune raison de les partager. Un simple atome d'hélium possède une orbite complète et ne forme jamais de molécules. Tous les objets que nous manipulons dans notre quotidien sont des assemblages d'atomes qui tiennent ensemble par la force électromagnétique. Les roches, les tables, les chaises, nos vêtements, l'eau, l'air, tout ce que nous touchons tient ensemble par des jeux d'électrons.
Sans la force électromagnétique, même nos corps humains ne tiendraient pas ensemble. Nos cellules sont composées de molécules et ne pourraient exister sans les partages d'électrons. L'hélium, même si c'est le deuxième élément le plus fréquent de l'univers, l'hélium ne joue aucun rôle dans l'évolution de la vie sur Terre, parce qu'il ne réagit chimiquement avec rien. Un corps humain ne contient pas d'hélium, sauf peut-être lorsque nous respirons l'hélium d'un ballon de fête pour nous donner une petite voix aiguë. La formation des atomes relève de la physique, mais les molécules sont le centre d'intérêt de la chimie, qui explique les propriétés des différents assemblages d'atomes. Par exemple, quand l'hydrogène et l'oxygène s'assemblent ensemble pour donner une molécule d'eau, les propriétés de l'eau n'ont rien à voir avec celles de ses composantes prises indépendamment. Ces partages d'électrons entre atomes ne sont jamais éternels et chaque noyau atomique a pu changer souvent de partenaire depuis le Big Bang, tandis que les noyaux eux-mêmes, soit les assemblages stables de protons et de neutrons, les noyaux eux-mêmes peuvent durer des milliards d'années. Lorsqu'un électron en orbite absorbe de l'énergie, comme par exemple un photon de lumière qui passerait dans son champ d'action, cet électron peut quitter l'orbite de l'atome. En revanche, un électron libre qui se fait capturer par un proton émet un photon d'énergie. Et tant qu'il ne reçoit pas de nouvelle énergie, cet électron ne peut plus quitter l'orbite. Il est intéressant de savoir que les quantités d'énergie pour passer d'une orbite à l'autre ne changent pas dans les atomes d'un même type. Par exemple, notre atmosphère est largement composée d'oxygène qui se fait stimuler le jour par des rayons du Soleil. Et les électrons qui tombent dans la deuxième orbite des noyaux d'oxygène relâchent de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils relâchent des photons de fréquence bleue. Le jour, le ciel est d'un bleu opaque à cause de l'abondance de photons bleus émis qui nous éblouissent et brouillent notre vue. D'ailleurs, nous pouvons à peine entrevoir la Lune si elle est là. La nuit, sans les rayons intenses du Soleil, les électrons dans les atomes d'oxygène restent tranquilles et notre ciel redevient transparent. Depuis le Big Bang, les électrons se sont déplacés librement en absorbant et en réémettant constamment l'intense radiation ambiante, ce qui rendait l'univers opaque. Environ 200 000 ans plus tard, l'énergie est alors suffisamment diluée pour que la température baisse sous la barre des 3000 degrés Kelvin. À cette température, les noyaux atomiques peuvent capturer les électrons et former les premiers vrais atomes, rendant ainsi l'univers transparent. Un peu comme si on venait subitement d'éteindre la lumière. À partir de cet événement cosmique, donc à l'échelle de tout l'univers, la radiation du Big Bang a pu se dissiper sans interruption. Environ 13 milliards d'années plus tard, nous pouvons encore détecter cette radiation de rayons gamma et de rayons X sous leur forme dégradée en ondes radio. Ce bruit de fond de l'univers, c'est l'onde de choc du Big Bang, donc le plus ancien fossile, que nous appelons conséquemment le rayonnement fossile. La théorie du Big Bang implique que la température de l'univers, en se refroidissant, aurait franchi ce seuil de 3000 degrés Kelvin à un moment donné, et qu'à cet instant, les électrons auraient libéré la place pour les photons. Une partie de cette radiation intense du Big Bang a alors pu voyager librement jusqu'à aujourd'hui en se dégradant progressivement en ondes radio à très basse fréquence. C'est par pur hasard que nous avons découvert que nous étions capables de détecter ce bruit de fond. Nous avons depuis envoyé un satellite dans l'espace pour écouter dans toutes les directions, ici on dit écouter puisqu'il s'agit bien d'ondes radio, donc en écoutant dans toutes les directions, nous avons pu obtenir une sorte de carte du ciel d'à quoi ressemblait l'univers quelques millénaires après le Big Bang. En observant cette carte du ciel, on peut clairement voir que la matière de l'univers n'était pas uniforme et cette simple observation est d'ailleurs déjà très lourde de conséquences. En effet, on pourrait s'imaginer que la matière fut propulsée dans toutes les directions en proportion égale, mais il semble que ce n'était pas le cas. Peut-être que la gravité avait déjà commencé à attirer la matière. Peut-être qu'il s'agit d'une conséquence du chaos initial, ou d'un autre phénomène encore inconnu. En fait, ceux qui cherchent une grande théorie unificatrice des forces de la nature sont encore incapables d'incorporer la force de gravité convenablement à leur modèle. Alors, à quel moment entre vraiment en jeu la force de gravité est encore une question sans réponse pour le moment.
En résumé, nous avons laissé tomber la matière noire et l'énergie noire pour nous concentrer sur la matière dite ordinaire, donc celle qui mène directement jusqu'à vous et moi. Nous avons repris le scénario avant que l'univers n'ait terminé sa première seconde d'existence, lorsqu'il n'existait que des particules élémentaires comme les quarks et les électrons. En se refroidissant, l'univers a permis à la force nucléaire d'assembler la matière en particules lourdes, que nous appelons les protons et les neutrons. Ici, nous avons dû laisser tomber tous les autres assemblages de la matière puisqu'ils sont instables ou ne mènent pas jusqu'à nous. Les conditions permettant les premiers assemblages sont responsables des proportions initiales d'hydrogène et d'hélium. Mais à part une quantité dérisoire de lithium ou d'autres éléments lourds, les assemblages nucléaires se seraient arrêtés là. Il faudra désormais attendre les premières étoiles pour continuer le cycle des assemblages nucléaires. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, lorsque la force électromagnétique entre en jeu, les noyaux d'atomes ont capturé les électrons ambiants en rendant notre univers transparent. Grâce à cet événement, que nous pouvons encore détecter, nous avons pu voir que l'univers n'était pas uniforme et que, peut-être, le long travail de la gravité avait déjà commencé.